L'antiracisme, ça ne se porte pas sur les épaules que d'une seule personne. C'est un sujet qui doit être parlé avec tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Adobe que vous connaissez tous et qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde. C'est leur why, leur pourquoi comme dirait Simon Sinek. Start with why. Vous connaissez ? Révolutionner les expériences numériques, ça ne se fait pas du jour au lendemain et Adobe l'a très bien compris car depuis plus de 40 ans, ces derniers s'évertuent à vous offrir des expériences de création d'exception. Car nous savons tous que la création est une expérience qui nous rend vivants et qui peut changer nos vies. La créativité est l'affaire de tous et nous avons a priori tous quelque chose à raconter. C'est pourquoi Adobe a créé le Creative Cloud, une solution clé en main vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création pour donner vie à toutes, et je dis bien à toutes vos idées. Illustration, graphisme, photographie, réalité augmentée, animation, création de portfolio, réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. Des outils pour apprendre et vous aider à décoller. Le Creative Cloud, c'est tout ça. Alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur adobe.com afin de vous abonner ou pour tester la version d'essai gratuite. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous parler du Patate Club et du Patreon. Je sais, habituellement, vous en entendez parler à la fin de chaque épisode. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? J'adore écouter et faire participer les membres de la communauté. Parce qu'au final, le Patate Club, les auditeurs et les auditrices qui me soutiennent financièrement sur Patreon, eh bien, ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien celles et ceux qui en font partie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler au tout début de cet épisode, car j'aimerais être honnête avec vous. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de Sens Créatif. Et là, je sens qu'il y a un petit suspense. Rassurez-vous, c'est que du bon, mais c'est vertigineux. Ce projet, il est vivant. Jamais je n'aurais cru qu'il prendrait une telle ampleur et une telle place dans ma vie. J'ai commencé ce podcast en solo et aujourd'hui, il y a cette incroyable communauté qui gravite autour de ce projet et ça me remplit de joie. Grâce au Patate Club d'ailleurs, ce projet est devenu bien plus qu'un simple podcast. C'est une communauté grandissante et qui m'étonne de semaine en semaine. Car oui, les membres du Patate Club n'ont de cesse de prendre des initiatives. Tenez, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, 4 membres du Patate Club se sont retrouvés en Alsace et ont collaboré sur un projet de street art en peignant un bout du mur qui entoure le stade de la Frontière à Saint-Louis. Ils se sont même retrouvés dans le journal local. Et puis, sur le très actif Discord de Sens Créatif, cela fait des mois que des ateliers à distance s'organisent. On a déjà eu de tout. Un atelier sur le lettrage, un autre sur Procreate, un autre sur comment créer des gifs animés pour les stories Instagram. D'ailleurs, tapez Patate Club dans la barre de recherche et vous aurez une petite surprise. Un autre atelier pour apprendre la langue hindi, sans oublier une série d'ateliers spéciaux administration. Parce que oui, nous avons un spécialiste en Namur et c'est peut-être étonnant, mais ce dernier adore tout ce qui est en rapport avec les statuts des artistes, l'administration, l'argent et tout ce qui touche à la paperasse. Étonnant, non ? Et puis, vu que je parle du Discord, celui-ci est ouvert et gratuit pour tous. On y parle de tout, des métiers d'illustration et autres métiers créatifs, du démarchage, de l'utilisation des réseaux sociaux, comment trouver un agent ou comment développer son portfolio et trouver son style, dépasser ses peurs, etc. Et pour les membres du Patate Club exclusivement, un monde de channels secrets existe aussi, histoire d'approfondir tout ça. Ce Discord, c'est un peu comme découvrir une société secrète et underground. Il faut le voir pour le croire. Sans oublier les rencontres mensuelles. Avant, c'était un peu compliqué avec le confinement, mais des appels ponctuels en plus des ateliers avaient souvent lieu sur le Discord également. Mais aujourd'hui, et avec l'arrivée des beaux jours, les membres du Patate Club s'organisent des apéros et des pique-niques à droite à gauche. À Paris, à Lyon et en Alsace, des rencontres ont d'ailleurs déjà eu lieu. Et le mouvement est enclenché. Tous ces exemples, juste pour vous illustrer le fait que le Patate Club, c'est un vrai lieu de vie, de rencontres et d'expérimentation. Je dis souvent, le Patate Club, c'est comme Linux, c'est open source. Et tout est possible. Ah oui, et puis j'oubliais de mentionner que pour les membres du Patate Club exclusivement, j'enregistre aussi toutes les 2 semaines un épisode du Patate Club podcast avec mon ami Laurent Bazar. Ensemble, nous débriefons du dernier épisode de Sens Créatif et on invite aussi très souvent divers membres de la communauté à participer parce que c'est plus sympa comme ça et ça nous permet de créer un autre petit rendez-vous avec le reste de la communauté, histoire d'aborder tout ce qui s'y passe. Voilà, le Patate Club, c'est tout ça et vous pouvez y accéder pour seulement 2, 5 ou 10 euros par épisode. C'est vous qui choisissez. Et pour moi, ça fait toute la différence car ça me permet de développer plus sereinement ce projet. Sens Créatif est sponsorisé, c'est vrai, mais vu le travail investi dans chaque épisode, en vrai, votre soutien changerait vraiment les choses pour moi. J'adore ce podcast, c'est un projet qui me porte et que je désire encore porter longtemps. Mais, vous vous en doutez, créer tout ce contenu prend un temps fou. Beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Vous allez me dire, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, d'accord, oui, enfin non. J'ai arrêté de compter combien de temps cela me prenait, mais ça fait beaucoup.
Entre la recherche d'invités, la préparation de mes interviews, l'enregistrement de l'entretien, l'écriture et l'enregistrement des intros et des outros, le montage que je fais tout seul car j'aime bien vous faire des petites surprises ici ou là et j'aime bien maîtriser le sens du rythme, sans oublier l'illustration de chaque épisode ainsi que toute la partie auto-promo, du taf, il y en a. Et dans un monde idéal, je ferai ça gratuitement simplement parce que je crois à fond en ce projet. Mais comme vous le savez, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et j'ai besoin de vous. Le podcasting a été une véritable révélation pour moi et j'aimerais en faire encore longtemps. Je suis tombé amoureux de ce médium, des idées, j'en ai plein les tiroirs et Sens Créatif, j'aimerais le développer encore plus. Mon but, c'est de développer Sens Créatif et le podcasting au sens large afin de vous offrir encore plus de contenu de qualité. Et croyez-moi, si vous m'aidez, Sens Créatif va encore vous étonner car plusieurs petits changements se profilent pour l'avenir. Mais chut, une chose après l'autre. Pour terminer, le podcast Sens Créatif est gratuit et il le restera car cet aspect est important pour moi. Si vous n'avez pas les moyens de participer financièrement, pas de problème, je comprends totalement. Mais si ce projet vous inspire et vous aide concrètement, peut-être même que vous écoutez ce podcast depuis longtemps et que vous pensez à participer depuis je sais pas, eh bien si vous pouviez m'aider financièrement chaque mois pour le prix d'un petit paquet de chouquettes, cela serait grandement apprécié. À l'heure actuelle, le Patreon compte un peu plus de 120 potatoes, enfin je veux dire de participants, enfin patates, potatoes, c'est le petit nom qu'on se donne entre nous. Mon objectif est de doubler ce chiffre dans les mois à venir. Objectif 300 potatoes, ça vous dit ? Alors pour participer, je vous invite à rejoindre le Patate Club sur patreon.com/senscreatifpodcast et à choisir votre menu. Au choix, le menu Patate Club pour 2€, le supplément de purée pour 5€ ou la frite de luxe pour 10€ par épisode. Et oui, ici, on ne fait pas les choses à moitié. D'avance, merci beaucoup. Ceci étant dit, place à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Aurélia Durand, une illustratrice et animatrice dont j'ai découvert le travail l'an dernier, notamment lors des manifestations autour du mouvement Black Lives Matter, et qui développe un étonnant travail sur des sujets autour de la diversité de représentation, l'antiracisme et l'inclusivité. Elle le dit d'elle-même, son travail est une joyeuse protestation faite de couleurs éclatantes pour mieux célébrer son héritage familial et ses origines africaines. Très suivie aujourd'hui sur Instagram, Aurélia décline son univers avec de nombreuses marques. Elle compte dans sa liste de clients des entreprises comme Apple, Nike, Adidas, Adobe, la BBC, Amazon, Facebook, France 2, le New Yorker ou encore le New York Times. Elle a également illustré 2 livres, dont le best-seller This Book is Anti-Racist, ainsi que This Book is Feminist. Et pourtant, vous l'entendrez, à l'origine, Aurélia ne se destinait pas forcément à devenir illustratrice. C'est une quête identitaire et initiatique qui l'a amenée, ou devrais-je dire ramenée, au dessin. Mais je n'en dis pas plus à ce sujet-là, je vous laisse découvrir. Suspense, suspense. Dans cet épisode, Aurélia me raconte son parcours et en quoi le fait de rencontrer des personnes d'autres nationalités durant ses études a démarré un questionnement sur sa propre identité, mais aussi des implications de son déménagement au Danemark, des difficultés qu'elle a rencontrées pour trouver du travail en sortant de l'école, de son lancement en tant qu'illustratrice sur Instagram et du vertige des premières commandes. On discute bien sûr et évidemment d'antiracisme, des difficultés rencontrées en tant que femme de couleur, des effets du mouvement Black Lives Matter sur sa visibilité et son travail, de la portée très internationale de son boulot et de son rapport à la France, mais aussi de la peur de se retrouver enfermée dans un seul sujet, et enfin, de la manière très décomplexée avec laquelle elle aborde sa carrière d'illustratrice. Une discussion passionnante. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Aurélia Durand. Bonne écoute. Ça roule sinon, ça va ? Tout à Copenhague, ouais, ça va. Le seul truc qui est embêtant, c'est que on est fin de mois de mai et il n'a pas fait très chaud en fait. Il a plu beaucoup et je crois que j'ai porté ma veste d'hiver jusqu'au début mai. Les boules. Mais là, je crois les températures la semaine prochaine vont augmenter à 18. Ouais. Mais bon, quand ils disent 18, c'est environ 20 parce que au soleil, ça tape quand même. Ouais. Donc ça va, c'est bien. Ça permet aussi de pouvoir profiter vraiment de la ville. La ville, en fait, elle est entourée d'eau. Et donc, il y a des plages, des parcs et tout. Donc, c'est cool. On peut mieux en profiter, quoi. Ouais. Ok. De toute façon, je pense au Danemark, il fait quand même un peu plus froid que par ici, j'imagine, non ? On va dire que les températures sont pas plus éloignées. Je veux dire, j'ai regardé la météo en France. Au mois de mai, pareil, il faisait pas très beau non plus. Bon, c'est vrai que quand il fait 30 degrés en France, il va faire 25 ici. Donc, mais le truc, c'est le vent en fait. Ok. La différence. Quand je dis Paris,
Ouais. Dans le nord de la France, c'est un peu pareil qu'au Danemark. Parce qu'en fait, on est à côté de l'eau et de la mer, donc c'est beaucoup plus chaud que dans les terres. Ouais. C'est ce qui s'appelle parler de la pluie et du beau temps, t'as vu? Non, mais en fait, il y a que ça. Enfin, quand on habite au Danemark, on parle souvent de la météo et surtout Ah ouais? si elle est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment un moral sur nous, quoi. Parce que déjà, les hivers, c'est très dur. Il fait nuit très Ouais. tôt. Et Vite, ouais. là, en fait, au printemps, les jours deviennent plus courts. C'est-à-dire qu'il commence à faire jour à 4 heures du matin jusqu'à 21h30. Même plus, là, on va arriver au mois de juin, ça va être 22 heures. Donc ouais, c'est cool. Mais quand ça revient, ça fait l'opposé, en fait. Du coup, il fait nuit à 4 heures de l'après-midi et il fait Ah jour ouais. à 8h30. Ah ouais, c'est Bon, chaud. c'est pas le pire parce que c'est pas Stockholm ou Oslo, mais c'est quand même dur. Au début, les premières années, j'étais c'est exotique, c'est trop bien, mais toutes les années comme ça, je commence à déprimer un peu. Ouais. Sensible, je suis sensible, ouais, à la lumière. Enfin, j'ai besoin de vitamine D, Ouais. c'est De, normal. de lumière, de couleur et tout et tout. On va pouvoir en Ouais. parler d'ailleurs. Est-ce que c'est bon pour toi du coup pour se lancer? Ouais. Allez, let's go. Est-ce que du coup, bah non, d'abord je vais dire bienvenue Aurélia, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis Bienvenue. À moi. yes, je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Euh, Tu connais un tout petit peu le podcast. Tu sais que je commence toujours avec la même question qui est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question et puis te présenter aussi un peu brièvement en même temps? Bonjour, je m'appelle Aurélia Durand et je suis illustratrice et je fais plein de trucs. Euh, Plein de trucs. et en fait, la raison qui me pousse à me lever le matin, je sais pas, c'est la vie, quoi. C'est la vie, elle est pleine de couleurs et il y a tout le temps des choses excitantes tous les jours. Ça ressemble pas et on fait des nouvelles rencontres ou des nouveaux projets. Donc je trouve ça cool, quoi, de me lever le matin et de me dire peut-être aujourd'hui je vais bosser sur un autre projet ou je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ça c'est cool. Mais bon, je vais pas les rencontrer en vrai, donc ça c'est un peu chiant. Mais ouais. Et puis tu habites au Danemark, c'est quand même, je pense, je sais pas combien d'années que tu es là, mais il doit y avoir quand même toujours un peu de la nouveauté d'habiter dans un autre pays comme ça. Ouais, ça fait depuis donc j'ai fait mes études, j'ai fait un Erasmus à Copenhague, à l'école d'art et de design de Copenhague en 2013. Ah ouais. Et j'ai rencontré un Danois, du coup, et puis aussi, c'était la première fois de toute ma vie que j'allais dans un pays du Nord, et ça m'a vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Même 6 mois, C'est et je vrai? voulais absolument revenir. Donc j'ai dû retourner pour finir mon master, mais c'est 9 mois où j'ai dû finir mon mon master. C'était horrible parce que j'étais 6 mois, c'est trop court pour découvrir un pays. Ouais. Et, et j'étais un peu frustrée et c'était dur de revenir au Bercail en fait. En France, à Ouais. Paris, c'est ça? J'étais à Orléans à cette époque. C'était à D'accord. l'école de design d'Orléans et et ouais, donc de revenir. C'est pas, c'est l'Erasmus, ça change le tout Ah, dans une vie et ah ouais. du coup de revenir, c'était un peu bizarre, comme si de rien n'était, et je Ouais. pouvais pas faire ça, quoi. C'était un peu dur, ouais. Et t'y es retourné par amour, du coup, c'est ça? T'avais rencontré quelqu'un pendant ton Erasmus? Ouais, je suis retournée parce que mais je l'avais rencontré 2 mois avant que je reparte en France. Ah, douleur. C'était aussi on était dans une relation à longue distance, Ouais, j'ai fait mais ça aussi. ça allait parce que fallait quand même que je me concentre pour avoir mon master, pour pouvoir me dire bon, j'ai fini mes études, donc là voilà, et passer à autre chose. Donc ça va, c'était pas trop grave d'être dans une relation à longue distance. On devait s'occuper de nos études, donc ça allait. Ouais. Il y a des priorités dans la vie. Et ça fait combien d'années, du coup, que tu es au Danemark, là? Donc 2013, en 2014, en été 2014, je suis revenue. Et donc du coup, ouais, ça va faire
2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 5 ans. Et après, j'ai été 2 ans en France. Et là, ça va faire 8 mois que je suis revenue. D'accord. Voilà. Ok. Ah oui, oui. Oui, j'essaie de recoller les morceaux parce que tu sais, en plongeant dans ton travail ou ton compte Instagram ou les diverses interviews que tu as données, il y avait des petits morceaux de Danemark et de Paris et de France et d'études à l'étranger. Mais enfin, j'essaie de recoller un petit peu les morceaux. C'est pour Ouais, ça non, que. j'ai pas mal bougé. Enfin, après 5 ans au Danemark, déjà, je faisais pas du tout l'illustration. Enfin, moi, j'ai pas étudié l'illustration. Et du Ouais. coup, je me suis cherchée, j'ai fait plein de projets, plein de startups et tout, et ça marchait pas. C'était le design produit que tu avais étudié, Ouais, c'est ça? produit. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ce type d'études? À quel moment tu t'es intéressé à la création? J'ai fait des études. Donc j'ai fait une prépa après le lycée, et en fait la prépa ça m'a ouvert les yeux sur le monde de la création. Un truc au début je voulais faire du dessin, mais je savais pas Ah ouais, qu'est-ce qu'on quand même pouvait déjà. faire du dessin, qu'est-ce qu'on pouvait en faire du dessin comme un métier quoi. Et du coup en étant je suis allée à l'école à la prépa, ça s'appelle Prépart à Paris. Pendant 1 an, j'ai préparé les concours pour les grandes écoles. J'ai préparé l'ENSAD, j'ai préparé l'ENSI, j'ai préparé les SAD de Strasbourg, les SAD d'Amiens, les SAD d'Orléans et l'ENSA de Dijon. Ah ouais, Donc ok. ouais, j'ai fait plein de concours. Mais du coup, avant de faire ces concours, faut préparer quand même, faut s'instruire sur le monde de l'art, faut tester plein de choses, la peinture, la photographie, la sculpture. Donc au lycée, quand on fait on étudie l'art, c'est juste 2 heures ou 3 par semaine et on fait des projets, mais on va pas vraiment très profondément dans l'histoire de l'art et tout, ce qui se passe. C'est pas du tout le monde de la création le lycée, quoi. C'est vraiment soit tu veux faire de l'économie, soit tu veux faire de la physique, soit tu veux faire des maths. Mm. C'est très théorique, alors que et en fait en sortant de de lycée, je me suis dit waouh, il y a tellement plus que ça, parce que je me sentais très limitée, je me sentais pas à ma place parce que j'avais pas j'étais très créative, mais je pouvais pas l'être. Du coup, c'était frustrant. Ouais. Et mes parents ils me voyaient très bien que j'adorais passer des heures et des heures sur mes projets d'art plastique, mais pas trop sur mes projets de français ou de trucs comme ça. Ouais, ouais. Et du coup, en faisant une prépa, ça a changé beaucoup de choses. Je me suis même plus acceptée moi-même en tant que personne, Ah ouais? Comment ça? d'accepter mes différences. Je sais pas, à l'école, au lycée, faut être très bon en maths. Si t'es pas très bon, donc t'es nul, t'es un peu stupide, trucs comme ça. Comme en France, on est très Ouais. faut être bon, faut être le meilleur, sinon tu réussis pas dans ta vie. Ouais. Et c'est aussi comme ça que mon père m'a éduqué. Ah, mais si t'es pas bon en maths, tu vas jamais réussir. T'auras jamais un bon boulot. Mm. Sauf que, en fait, il y a tellement plus de choses que ça. Mm. Et je pense qu'à l'école, au lycée, on nous apprend pas ça. On nous dit même pas, oui, il y a des possibles. Vous pouvez peut-être faire du cinéma, travailler dans le théâtre, travailler, je sais pas moi, dans les métiers artistiques. Non, parce que déjà, d'emblée, vous n'y arriverez jamais, c'est trop dur, ça sert à rien. Faites une école de commerce. C'est trop triste. Non, mais c'est ça en fait. Et du coup, donc moi, je recommande aux personnes qui écoutent, qui sont au lycée, je sais pas, de faire une prépa, parce que ça Ça a change ouvert ton monde. beaucoup. Ouais, franchement, c'est trop bien. Et c'était la première année la plus excitante, ouais. Là où j'ai vraiment tout essayé, le dessin, la sculpture, la photographie. Et aussi passer les concours, découvrir des mondes nouveaux, des gens nouveaux. Aussi, dans les écoles d'art, il y a beaucoup d'étrangers. Ah oui. Ouais. Et du coup, ça aussi, ça m'a... J'ai été amie avec des Asiatiques, des gens d'Amérique du Sud, plein de gens d'un peu partout. Et du coup, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur plein de choses. Ouais. Parce que
on se pose des questions sur comment c'est dans notre culture. Quand on fait des projets ensemble à l'école, on doit se comprendre un peu, donc on se pose des questions. À l'école, on fait des projets Qui ensemble. es-tu? Ouais, c'est quoi ta culture et comment tu vois les choses comme ci, comme ça. Du coup, on fait un travail d'équipe. Ouais. C'est à ce moment-là que cette sorte de quête initiatique a débuté pour toi? Non, donc en fait, quand j'ai passé les concours, c'est là où je me suis interrogée sur mon identité en tant que personne métisse. Ouais. Mon père est français, ma mère est ivoirienne. Et du coup, en passant les concours, on nous demandait de nous décrire et de dire, c'est qui on est, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur mon identité multiculturelle. Ouais. Et du coup, ça m'a toujours suivi. Et ça, et le fait aussi de rencontrer des gens de différentes cultures, ça a changé beaucoup de choses. Et quand j'étais jeune, j'habitais à la Réunion. Ah oui. Et la Réunion pendant 4 ans. Et la Réunion, c'est très multiculturel. À l'école, il y avait des gens de partout. C'était pas du tout que des blancs. C'était des Asiates, des Africains, des Français, des Indiens, des Australiens même. Enfin, c'était un espèce de mix, quoi. Ça m'a beaucoup... ça a eu beaucoup d'influence sur moi, sur mon travail, enfin sur la façon dont je vois le monde. Ouais. Et quand je suis revenue au lycée en France, c'est pas du tout la même chose, quoi. Je me sentais étrangère et plus genre je faisais partie de tout le monde, quoi. Je me sentais que je devais me justifier sur mon identité alors que à La Réunion pas du tout, quoi. Ah ouais, j'imagine, ouais. Donc ouais. Et tu me disais que pendant tes études d'art, tu avais rencontré des personnes d'autres nationalités, d'autres cultures, etc. Mais j'ai cru comprendre que pendant ces études d'art, il y avait personne de couleur noire autour de toi. C'est vrai ou oui? À l'école, dans les écoles d'art, il y a pas beaucoup de noirs. Franchement, il y a beaucoup d'asiates. Il y a beaucoup d'asiatiques, mais il y a pas beaucoup de noirs ou même d'arabes. Et c'est bizarre, hein. Moi, je pense que dans ma classe, j'étais la seule noire. Et après, il y en avait peut-être un ou deux dans les autres classes, mais dans les écoles d'art, il y a environ 300 personnes. Donc ouais, on devait être 10 peut-être, ou un peu moins. Ah ouais. De personnes de couleur. Et en quoi cette prise de conscience a eu un impact sur toi à ce moment-là? C'est pas une prise de conscience, c'est plus genre c'est normal, c'est comme ça. Ouais. Même à l'école, au lycée, bon, il y en avait beaucoup plus, mais quand même, Mais là, surtout quand je suis arrivée en 5e année, parce que quand on a pour aller au master, ils virent beaucoup d'étudiants. Et au début, on était 30 dans les premières années. Ensuite, on était 20, ou même 15 pour pouvoir passer le diplôme le master. Ouais. Et là, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de personnes de couleur. Il y avait beaucoup de femmes, mais en général, dans les écoles d'art, il y a beaucoup de femmes, mais c'est pas ça reflète pas le monde du professionnel. Il y a plus d'hommes qui réussissent dans le milieu de l'art. Ouais. Donc, mais quand j'ai commencé mes études, je savais que ça allait être difficile pour moi en tant que femme et noire. Donc, je me suis dit, ça va être dur quand même, parce que j'avais envie de développer plus c'est quoi mon identité. Et donc du coup, faut que je parle de moi, de ma mère, de mon père, tout ça. Ouais. Et je voyais qu'avec mes profs, c'était un peu dur de parler de ce genre de sujet, parce que déjà, c'était des hommes blancs, âgés, presque, comment on dit, à la retraite. Et du coup, c'était un peu dur de parler de défendre mes projets devant eux, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que
c'était trop de justification et c'était trop de frustration et je me sentais nulle, quoi. Ou je me sentais pas normale. Alors, du coup, je me suis dit, bon, j'arrête. Je le ferai après que j'ai fini mes études. Je trouverai un moyen pour développer ça, mais pas à l'école. C'était un peu dur. Ok. Donc, pendant cette période, tu as commencé à te réapproprier, à explorer ton héritage familial, mais t'as pas eu l'impression que c'était reçu. T'as commencé, en fait, c'est les prémices un peu de ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, t'étais frustré. Et puis, si je me trompe pas, comme tu disais, t'as pas du tout plongé dans l'illustration tout de suite. T'as d'abord bossé dans le design, c'est ça? Genre, Ouais. est-ce qu'on peut dire que t'as mis entre parenthèses un petit peu cette réappropriation de cet héritage familial pour te focaliser sur le boulot d'abord? Ouais, c'est ça. Je réfléchis à haute voix avec toi. Hein. Non, mais parce qu'en fait, le design de produit, c'est difficile aussi. C'était pas un moyen très facile pour pouvoir parler de ce genre de sujet. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on design des objets, des chaises, des tables, des concepts aussi. Donc, dans les concepts, ça, j'aimais beaucoup. Parce c'est vraiment sur le social, sur l'humain. Donc, on doit connaître beaucoup de choses sur l'anthropologie, l'histoire. Donc c'est des sujets que j'adore. Ouais. Et du coup, designer des concepts et ensuite peut-être faire des objets. Ça, c'était plus mon truc. Mais c'était un peu dur de trouver ma voie dans ça. Donc, j'ai laissé tomber. Mais je savais pas que j'allais faire de l'illustration aujourd'hui. Hein. Ouais, bien sûr. À cette époque, j'ai toujours laissé tomber. Je me suis dit, je sais pas. J'aime bien dessiner, mais comme un hobby, quoi. Ce sera. Bah, je dessinais. En fait, le truc, c'est que mes profs, ils étaient un peu... ils se disaient, mais... Parce qu'en fait, j'aimais pas passer mon temps dans les ateliers à faire du bois ou travailler le bois ou travailler le métal avec mes mains. J'aimais bien faire des maquettes en papier, mais je préférais dessiner. Et ils se disaient, mais votre dessin, il est très bien, quoi. Pourquoi vous êtes en design d'objets? J'ai fait, non, mais je veux être en design d'objets. Gagner ma vie, avoir un vrai métier. Ouais, en fait, c'est ça que je me disais. Mais en fait, c'est faux, hein, parce que le design d'objets, déjà, faut avoir un atelier pour pouvoir faire ces objets. Ouais. Si on veut faire freelance, quoi. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup d'argent déjà quand on commence, c'est-à-dire pouvoir même payer le bois, payer les machines, un atelier et tout. C'est impossible, quoi. Enfin, soit on est dans une famille aisée, ou soit on connaît des gens qui connaissent des gens, machin. Mais bon, c'est un peu dur. Et donc alors je me posais pas ces questions-là, mais je savais que c'était pas mon truc, quoi. L'objet de créer des objets avec mes mains. Mais t'as quand même commencé ta carrière là-dedans, il me semble. En fait, au Danemark, mais en fait c'était dur parce que après quand j'ai eu mon master, donc je suis revenue au Danemark et le Danemark, donc c'est un pays qui est très connu pour les designs danois. Jacobsen, qui a fait des meubles très connus dans le monde. L'architecture Bjarke Ingels, je sais pas comment on dit en danois. C'est un architecte il a Big, c'est son entreprise qui s'appelle BIG. Okay. Et c'est super connu. Après, il y a plein d'autres designers qui sont connus aussi. Donc voilà, c'est le monde du design et c'est pour ça que je suis venue au Danemark. Très épuré, les intérieurs sont très beaux parce qu'ils passent tout leur temps dans à l'intérieur. Puis aussi, le niveau de vie est très élevé. Les gens ont beaucoup plus d'argent, donc ils dépensent plus d'argent dans les objets, dans la décoration, tout ça. Mm-hmm. Il y a aussi le hygge qui veut dire cosy, qui veut dire comment on dit en français, confortable, avec surtout l'été. Donc on met des bougies, on fait tout pour être bien dans son cocon, voilà. Ouais. Donc voilà, en fait c'est pour cette raison-là que je voulais venir parce que c'était très différent de la France. Mais en fait c'est pas du tout ma personnalité. Et en fait je me suis rendu compte en faisant des projets, en faisant des stages et tout. Et puis en fait, c'est mon expérience au Danemark qui fait qu'aujourd'hui je fais ce que je fais. Bah, j'imagine que c'était aussi une réaction parce que le Danemark, il y a ce côté assez
pastel, un peu genre épuré, genre un peu gris comme ça. Enfin, c'est en tout cas l'image Ouais. que moi j'ai, et que toi, voilà, ça pète de couleurs partout. Enfin, je veux dire, t'y vas à fond. J'imagine que c'est venu en contraste. Ou ça a été une réaction, je sais pas. Ouais, franchement, c'est une réaction comme je disais. En fait, au début, j'arrive au Danemark, les jours, donc l'hiver, les jours sont courts et l'été, les jours sont longs. Et donc, je trouvais ça excitant. Mais au bout d'un moment, au bout de, je sais pas moi, 4 ans, 3 ans, je commençais à être déprimée. Ah ouais. Les hivers, mais je crois que j'avais pas assez Ah ouais, de ça doit être rude. vitamine D déjà, pas suffisamment, parce que même des fois l'été, il y a pas suffisamment, enfin il fait pas très beau. Enfin, il peut y avoir des étés où il fait pas beau du tout. Et du coup, je commençais à déprimer, peut-être un manque de vitamine D, de soleil et tout. Et puis aussi le fait de me sentir seule, quoi. Le fait de me sentir seule, sans ma famille, sans mes amis d'enfance, que c'est dur qu'à chaque fois je me fais des amis au Danemark, si t'es français ou des Ah oui. étrangers, ils partent. Donc Ouais. je m'investis dans des relations, mais qui vont pas en fait durer, quoi, qui Hmm. sont éphémères. Et du coup, ouais, je suis à un moment donné où je me suis dit, j'en avais marre euh, de ça, quoi. C'était dur, mais en même temps, je voyais que j'avais évolué beaucoup en étant à l'étranger et que c'est des choses que j'aurais jamais faites si j'étais en France. Du coup, il y avait ça aussi c'est pour ça que j'ai continué à rester. Et j'ai continué à avoir la foi en moi et me dire non, non, mais il faut continuer, il faut pas être déprimé comme ça. Et faut prendre cette dépression et faut la tacler, quoi. Faut lui dire vas-y, maintenant Tu, je tu dirais que c'était, enfin, t'as fait une dépression ou c'était plutôt un état de déprime un ou état de déprime, je crois. Mais enfin, c'était pas une. Ouais, ouais, non, c'est technique, c'est compliqué de savoir Pas avec comme, une ouais, petite étiquette, ouais, c'est sûr, ouais, je peux mais pas dire, mais c'est vrai que j'étais très pas toujours heureuse, quoi, et ouais, assez renfermée à certains moments. ouais. Puis aussi quand j'essayais de me faire des amis danois, toujours c'est la première question, c'est quand est-ce que tu retournes en France? Merci. Ah, ou Non, mais sinon je vais rester en fait. ils disent ah oui, tu t'es française. Ah mais quand est-ce que tu vas retourner? Tu vas retourner, tu vas rester ici. Mais ça va, tu parles danois, tu as toujours des trucs un peu genre qui te mettent comme si t'étais une étrangère, quoi. Ouais. Alors que j'ai vécu quand même pas mal de temps ici. Mon copain est danois, donc du coup, je connais quand même bien la culture danoise. Il me fait participer. Enfin, je connais un peu, quoi. Mais les Ouais. gens, en fait, au Danemark, les vrais Danois, les gens qui sont pas mix ou quoi, qui sont vraiment élevés au Danemark, qui connaissent que le Danemark, ça peut les choquer de rencontrer une personne comme moi. Et du coup, quand je rencontre des gens comme eux, moi, ça me choque aussi parce qu'ils me posent des questions qui sont assez violentes, quoi. Genre, quand est-ce que tu retournes au Danemark, en France Alors, enfin, que moi, j'en sais rien. Je suis là, je vais voir. Enfin, je sais pas. Oui, Donc, il y oui. avait toutes ces questions-là sociales aussi qui m'épuisaient en fait. Parce qu'en fait, déjà, j'avais pas trouvé ma voie, et j'avais pas d'emploi. Hmm. J'avais pas trouvé d'emploi après avoir mon master pendant 3 ans. J'ai eu que des stages non rémunérés. Donc du coup, j'ai bossé dans des hôtels, j'ai bossé en babysitting, j'ai demandé de l'argent à mes parents. Il y avait ça aussi qui me déprimait, quoi, qui me disait mais putain, mais je vais jamais pouvoir faire un truc dans le monde de l'art, quoi. Enfin, je sens que j'ai l'énergie pour ça, Mhm. je sens qu'il y a un truc pour moi, mais en fait, j'arrive pas à le trouver, quoi. Et du coup, ouais, c'était pour ça que j'étais un peu déprimée. Il y avait plein de trucs, quoi. Le temps, les gens, la chance qui me manque, pas d'argent dans mon compte bancaire. Ouais, ouais, ouais. je, La me, déprime, quoi. je me sentais comme une loseuse, quoi. Je me sentais putain, mais aussi quand je voyais mes amis qui eux, bah, ils s'en sortaient bien, ils avaient leur boulot et tout. Et moi, je me dis, mais je suis toujours au même état que quand j'avais 23 ans, quoi. Ça change rien pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? À quel moment s'est passé une sorte de déclic? Enfin, j'imagine, hein. Bah, je pense, ouais, j'étais à mon plus bas, quoi. Je voulais retourner en France, mais en même temps, je me disais, non.
Donc après, j'ai commencé à me dire, je sais pas, je suivais des trucs sur Instagram, mais pas trop. J'étais sur Instagram, mais pas trop, mais je voyais des illustrations, je trouvais ça me donnait la joie en fait. J'aimais bien regarder. Je sais pas, ça m'excitait, je me disais, ah mais c'est trop bien quoi. Et puis d'un coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Et Allez, vas-y. ouais, mais pendant toutes ces années au Danemark, quand même, je continuais le dessin, mais j'explorais en fait. Je vous montrais jamais mes dessins ou quoi, mais j'explorais, je travaillais dessus et tout. Et puis, je sais pas, ça arrivait comme ça. Je fais quelques illustrations de caractères en noir. Et là, j'ai vu et je me suis dit, ça, c'est trop bien. Je sais pas, j'ai senti une excitation, je me suis dit, mais il y a 10 000 choses à faire avec ça. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, après, j'ai publié sur Instagram et en 2 mois, j'ai eu, je sais pas, 5000 abonnés, j'ai eu des commandes, des petites commandes de particuliers, mais je voyais que c'était cool et j'ai continué. Et là, je me suis vraiment focalisée, j'ai fait que ça. Genre toutes les semaines, je me dis bon allez vas-y, je vais sortir 7 illustrations et les poster sur Instagram. Et par jour comme ça, je bossais genre le week-end à fond et donc tous les jours je pouvais poster et communiquer avec des gens sur Instagram et tout. T'as eu un moment où tu t'es dit ah ouais l'illustration c'est entre guillemets un vrai métier, genre c'est ça que je vais faire maintenant, c'est une voie viable. Seulement quand après 1 an et demi de galère à poster, là j'ai eu le premier contrat pour un livre et je me suis dit ah si je peux avoir un livre je peux avoir plus. Et là c'était vraiment sérieux, c'était des professionnels, des gens qui travaillent dans l'industrie de l'illustration qui m'ont proposé un livre. Donc je me suis dit ouais, il y a une possibilité, il faut juste que je sois un peu plus patiente. Et en 2018, fin 2018, j'ai eu mon contrat pour le livre là, This Book is Anti-Racist. Ouais. Ce livre est antiraciste. Et j'ai eu cette proposition. Et ensuite, après, j'ai fait des petites expos en France, à Copenhague. Basé sur le livre ou rien à voir? Non, rien à voir. Ok. Et ensuite, je crois, il y a des gens, ils ont parlé de moi dans un blog. Et ensuite, j'ai eu un deuxième contrat, super, avec Apple. Et genre, ils m'envoient un mail vers, je sais pas, c'était le soir à 18h, 19h. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, je pensais c'est une blague. Déjà, ils m'ont dit, ouais, on a un projet pour vous. Vous devez signer un contrat NDA. Ouais. Et du coup, je me disais, mais c'est une blague, quoi. Genre, j'en suis sûre que c'est de la merde. C'est pas vrai, quoi. Genre, je pensais pas que vous pouvez avoir des jobs comme ça par email. Et du coup, j'ai signé. Et on m'a dit, ouais, c'est pour une playlist sur Apple. On s'enjaille. Et ils ont besoin d'une illustration. Et du coup, là, tout le champ des possibles était ouvert. Enfin, t'avais fait un bouquin, j'aimerais bien qu'on revienne dessus un petit peu après, et t'avais Apple, donc tu t'es dit, ok, go, quoi. Bon, le livre, je venais juste de signer, j'avais pas encore commencé, mais... Ah, d'accord. Ouais. Mais là, j'ai eu ça. Et du coup, je me suis dit, oh putain, trop cool. mais ça veut rien dire non plus, quoi. Je veux dire, t'as un contrat avec Apple, mais ça veut pas dire que tu vas avoir d'autres jobs. Non. Après, j'ai eu ça, mais j'ai pas eu... Je veux dire, le contrat, j'étais pas censé... quand tu signes un contrat avec Apple, parfois, t'as pas le droit de dire que t'as bossé avec eux.
Du coup, ça veut dire que, ok, j'ai ce job-là, mais ça veut pas dire que enfin, c'est du freelance, hein, on n'est pas je viens pas de signer un contrat pour être employé. Non. Non, bien sûr, ouais, c'était Donc, juste une mission, ouais. ouais. Donc, t'es bien payé pour ça, mais ça veut pas dire que demain t'as un autre job, pareil. Donc, Ça a dû juste booster ta confiance en toi un peu, ça j'imagine. m'a confié, ouais, c'est plus au niveau de ma confiance en moi. Genre, je me suis dit, bon, tu peux continuer, ça se trouve, il y en aura d'autres. Et puis après, j'ai fait la pochette pour Songe, la chanteuse française. Et ça aussi, c'était cool. Ça devait être cool, ouais. Ouais, de faire En plus, c'est là aussi, parce que j'ai plusieurs styles. Donc, les personnages noirs avec des lignes, des traits fines blanches. Et après, je fais aussi des personnages en couleur avec la peau de couleur, la peau normale, quoi. Et du coup, ça aussi, ça a été un exercice pour moi. Là, je commençais à définir, parce qu'en fait, plus t'as des jobs et plus tu définis ton style et plus je sais pas. Ouais, bien sûr, T'affines, ouais. Bah déjà parce que t'as des retours, donc ils te donnent des retours. Donc tu travailles seul, mais il y a des gens qui viennent et qui te disent bon, j'aimerais bien avoir ci, ça, ça. Donc tu développes ton style par rapport au retour des gens, de ce qu'ils aiment. Et puis parce que des fois c'est un peu dur pour moi aussi de me dire bah là c'est bien quoi. J'aime bien aussi bosser avec des gens et de pouvoir aussi faire évoluer mon travail. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'était cool de bosser avec Songe. En plus c'était pas que la pochette de son album, il y avait plein d'autres choses. J'ai travaillé sur plein de trucs pour elle. On a fait un clip, on a fait une expo. Il y avait plein de trucs. C'était cool. Mais tout ça, ça devait être tellement excitant par rapport à justement, tu parlais de ton année et demie de galère à essayer de chercher et tout. Et puis soudainement, il y a un petit peu toutes ces choses qui s'enclenchent parce que tu as commencé à poster des images sur Instagram. C'est assez fou en fait. Ouais, mais il y a quand même eu un laps de temps de 1 an et demi, voire 2 ans avant que j'ai vraiment des jobs comme ça. Et tu peux me Ça parler vient du pas coup comme ça. tu peux me parler des 2 premières années justement? Bah, les 2 premières années, j'ai fait beaucoup de boulot pour des gens, des particuliers, qu'aux États-Unis principalement, parce que mon travail, je parle en anglais. Ouais. Et déjà, il y a une plus grosse communauté noire aux États-Unis, et puis qui aime l'art, on va dire, et qui aime la représentation. Et du coup, j'ai bossé beaucoup pour des particuliers, donc c'était des petits jobs de $200 ici, $300. Ouais. Voilà. Pour moi, c'était bien. Hein. C'est déjà déjà de l'argent, quoi. Je me dis bon bah c'est bien, quoi. Je peux finir, je peux pouvoir investir un peu plus dans mes outils et peut-être avoir un petit bureau pour moi, quoi. Comme ça, je pose pas de chez moi. Ça, c'était bien aussi. Et puis après, j'ai fait plein de trucs comme ça, surtout sur d'Instagram, en fait. C'est un peu marrant parce que franchement, ma carrière, elle a commencé grâce à Instagram. Et c'était au début où c'était facile de pouvoir parce que maintenant avec l'algorithme, ils ont vraiment resserré les joints, on va dire. Et du coup, c'est très dur de reach out, comme on dit en français. T'étais au bon lieu au bon moment. Ouais, franchement, c'était au tout début où Instagram commençait à devenir quelque chose. Et là, c'était facile de pouvoir. Oui, après, tu avais aussi un propos très identifiable et puis un style très marqué. Donc, en fait, je suis arrivée au bon moment parce que c'est un peu comme ça aussi avec avec This Book is Anti-Racist l'année dernière avec les manifestations autour du monde sur l'antiracisme. Bien sûr. Les gens ils étaient très très intéressés par rapport au livre. Donc oui, je parle des sujets qui sont très d'actualité, mais qui, je sais pas, il y a quelques années, on avait du mal à mettre des mots dessus. Mais même moi, j'avais du mal à mettre des mots dessus. J'ai appris en allant à des événements, des événements où beaucoup de gens parlent de ce genre de sujet, ou même regarder des documentaires et tout.
Bah, moi, je te cache pas que c'est suite au mouvement Black Lives Matter qui a explosé en 2020 et puis le meurtre de George Floyd que j'ai découvert ton travail. C'est-à-dire que moi, dans la communauté des podcasteurs francophones, il y a eu une grosse prise de conscience, et j'aimerais bien avoir ton regard et ton avis là-dessus. Il y a eu une grosse prise de conscience sur des gros podcasteurs ou podcasteuses qui se disaient, mais en fait, j'ai pas reçu de personnes noires sur mon podcast, ou très peu, tu vois. Et du coup, quand tu as ces grosses personnes dans le milieu du podcast, tu sais, qui se décomposaient en mode genre, mais punaise, mais ça craint, c'est horrible. Genre, comment on a fait pour, tu vois? Et moi, j'ai eu cette prise de conscience là aussi. J'ai commencé à, moi, j'ai eu 2 personnes métisses et 2 personnes asiatiques sur mon podcast, et j'ai toujours eu, si tu veux, 3 critères de sélection pour le podcast. C'était soit quelqu'un que je connais personnellement, soit quelqu'un dont le parcours m'a influencé, soit quelqu'un qui parle d'une thématique qui m'intéresse. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait pas forcément de personnes noires qui avaient influencé mon parcours. Je trouvais ça juste dingue, et j'ai dû être sensibilisé, comme beaucoup de gens, hein, tu vas me dire, par les événements en 2020. Et j'ai tapé sur Instagram, j'ai intentionnellement tapé hashtag illustrateur, illustratrice noire. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et puis j'ai découvert ton boulot et j'étais halluciné, tu vois. J'étais genre, mais c'est dingue. Comment j'ai fait pour passer à côté parce que voilà, l'illustration, ça m'intéresse. C'est un sujet dont j'ai quand même mon nez dedans depuis un bout de temps. Et j'ai dû chercher intentionnellement pour trouver ton travail. Et qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça, tu vois? Ce que j'allais dire, premièrement, c'est que dans les écoles d'art, déjà, il n'y a pas suffisamment de personnes de couleur. Et ça vient du fait que, en général, les personnes de couleur, comment dire, elles vont pas dans les milieux de l'art parce que elles ont une idée de mais c'est que pour les bourgeois blancs et tout. Et même de toute façon, quand t'es noir, c'est un peu un milieu pour toi, quoi. Et et c'est comme ça que, quand on regarde la télé et les documentaires, on voit zéro noir. Moi, j'ai jamais vu de noir. Ok, des acteurs, mais des gens qui travaillent dans le milieu, non, il y en a pas. Et puis après, il y a tellement de clichés, c'est chiant. Moi aussi, j'ai grandi dans les clichés. À chaque fois, on me dit mais donc t'es noir. On me dit plein de trucs, plein de clichés, et je commence à en avoir marre parce que je me considère pas du tout comme ça. Moi, en fait, je suis noire, mais je suis éduquée française, quoi. Je suis pas, je viens pas d'Afrique. Donc avoir des clichés en me voyant, je trouve ça énormément, vraiment très énervant. Et de toute façon, dans les médias en général, on portrait les Noirs ou les Arabes de toujours la même façon, et on va toujours faire des films sur la galère en étant noir, mais jamais sur le fait que il y a des Noirs qui réussissent, quoi. Je ne montre pas. Et par exemple, mon travail, il sera jamais montré en France. Ah oui? Je pense pas, parce que la plupart des gens qui sont dans les hauts placés, ils aiment pas mon travail, ou ils ont pas envie d'en parler. Ou de présenter une personne noire comme moi. Mais t'as bossé pour quelques clients français, non? Comme l'Apple Store à Paris? Oui, mais ça, c'est Apple Store. Apple, c'est la culture de la diversité. Oui. Anglophone. Ouais, d'accord. C'est très américain. En France, en vrai, j'ai bossé que pour des gens de couleur ou des gens qui sont dans la diversité. Pas pour des gens genre normal, genre des clients normaux. Non. Alors qu'aux États-Unis, des entreprises lambda, tu veux dire? Des gens n'importe qui. Je sais pas, comme les illustratrices là. En France, il y a toujours les mêmes illustrateurs qui sont. Comment ça s'appelle les culottés là, comment ça s'appelle? Pénélope Bagieux. Ouais. Il y a que elle. Bon, elle parle de féminisme, mais je veux dire, c'est son point de vue en tant que blanche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de couleur femmes illustratrices qui sont super connues? Non.
Mais même elle, quand elle parle du milieu de l'illustration, elle dit ouais, c'est dur. Quand je dois représenter des personnes avec différents corps, mes clients me disent non. Donc déjà, quand j'entends ça de son expérience, je me dis mais moi je pourrais jamais bosser avec ces gens-là. C'est mort. Donc tu t'es senti presque obligé de pas bosser avec la France. Enfin c'est quelque part, j'imagine que tu aimerais en fait, mais on te propose pas, on te demande pas. Je me suis jamais sentie obligée d'aller voir ailleurs. C'est juste que la culture métissée où les personnes comme moi, on est juste pas personne nous demande en France, personne ne veut de nous quoi. Ça n'intéresse pas. Alors que en fait aux États-Unis oui, et mes clients sont pas que noirs, hein. Ils sont blancs beaucoup plus qu'on peut penser quoi. J'ai pas que des clients noirs. Donc ça n'a aucun rapport, c'est une question de culture. Et même en Angleterre, j'ai beaucoup de clients. Donc c'est vraiment la culture française qui est très traditionnelle. Et puis aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans le milieu artistique en France, ils doivent avoir 60 ans et ils sont pas du tout habitués à avoir des gens comme moi. Ouais. Donc voilà, donc en gros, moi c'est pas que j'ai pas envie de bosser avec la France. Hein. ouais, non, bien sûr, j'entends bien. Mais moi je veux bien. Ah mais moi je serais heureuse de faire ça. Quand j'ai fait le boulot, j'ai fait le projet pour Mika redonne des couleurs à Paris. Ouais. Mais Mika, il est multiculturel, il vit pas que français, donc c'est pour ça qu'il voulait bosser avec moi. Ouais. Enfin, tu vois, si on voit les gens avec qui je bosse en France, on comprend pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont multiculturels, c'est ça ? Ouais. Ou parce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là. Et voilà, mais c'est pas juste on va l'employer parce que on trouve qu'elle est compétente et qu'on aime bien le style. Moi, je trouve ça un peu embêtant des fois qu'on voit que mon message et qu'on veut pas me prendre pour mon style. Ah oui, je trouve ça intéressant. Ouais. Tu peux développer ? Pourquoi tu trouves ça chiant ? On est stigmatisé, quoi. Alors que tu veux dire que tu te sens réduit à juste un sujet ? Ouais. Alors qu'en fait, je fais plein de choses. Bien sûr. Donc en fait, mais je pense que si je vais en France, on va devoir toujours dire oui, donc c'est elle travaille sur l'antiracisme, machin, donc voilà, machin. Tu vois. Alors que c'est pas forcément. T'es pas que ça, t'es pas le porte-drapeau juste d'un sujet, t'es une personne. Mais je suis pas le porte-drapeau, c'est un sujet qui est super lourd. L'antiracisme, ça ne se porte pas sur les épaules que d'une seule personne. C'est un sujet qui doit être parlé avec tout le monde. On doit même en parler à l'école. Et ça doit être un sujet normal qu'on parle de l'antiracisme. Et pas, j'ai pas envie c'est très lourd comme sujet pour moi d'avoir que moi à porter. Qu'est-ce que tu souhaiterais du coup? Déjà, comme je disais au début, l'art doit être plus enseigné dans les écoles élémentaires, lycée et tout. Et comme ça, du coup, tout le monde peut avoir accès et du coup, je sais pas, tout type de personnes qui ont les capacités, peuvent le faire, quoi. Peuvent prendre une éducation artistique. Pas seulement pour les gens aisés ou qui ont du goût ou je sais pas quoi. Ouais, il y aurait plus de personnes issues de minorités ou d'arrière-plan multiculturel qui s'approprieraient le sujet et qui pourraient en parler. Contrairement à maintenant où, en tout cas en France ou en francophonie, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être c'est en train de changer, mais je crois pas que ça change. Ça change pas. Ah ouais? Non, je vois pas trop ça qui change. Puis, est-ce que tu dis, quel est ton regard sur l'année 2020 et le fait que beaucoup de gens ont été sensibilisés au sujet et voilà, on est un an plus tard parce que voilà, tu dis en France c'est compliqué ce sujet, ça bouge pas, que dans les pays anglophones, oui. En 2020, on a même, en France, on n'a pas pu ignorer le sujet. Est-ce que... Mais déjà, c'est pas en un an qu'on va changer quoi que ce soit, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont
qui sont dans les institutions. C'est du racisme institutionnel. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi, toi, c'est dans les institutions, c'est dans notre éducation, c'est dans les fondamentaux de qui nous sommes, de notre éducation, voilà. Et donc c'est beaucoup de choses qu'il va falloir changer et qu'il va falloir prendre des nouvelles habitudes. C'est comme manger végétarien ou vegan. Donc c'est un effort beaucoup plus à faire, c'est-à-dire regarder les gens et ne pas se poser des questions, mais avoir des idées, des préjugés déjà sur ces gens-là. Et ça, c'est dur de changer les gens, surtout quand ils ont 50 ans, 60 ans. C'est dur. Surtout qu'en France, on est trop fiers. Il y a une culture, on est fiers, on est très conservateur. Voilà, on change pas trop, quoi. Ouais. À part la nouvelle génération. Ouais, j'allais te demander, ouais. Est-ce que ça te donne de l'espoir? Ça, c'est peut-être des questions bêtes, hein. Je sais pas. J'aimerais bien que je voudrais être optimiste, mais le problème c'est que je suis française, donc je suis pas toujours optimiste. Dans les gènes. Non, mais c'est vrai. J'aimerais bien que ça change. Ouais. Mais... en tout cas, tu œuvres activement pour ça. Malheureusement, pas en France. Donc, j'ai pas trop d'influence en France, quoi. C'est pas. Mais bon, après. Mais tu reçois sûrement des messages quand même de personnes peut-être en France ou dans des illustrateurs ou j'en sais rien qui. En fait, non, pas vraiment. Je connais beaucoup de gens, des illustrateurs allemands, beaucoup d'illustrateurs américains, anglais. Mais en vrai, en France, pas vraiment. Mais c'est grâce un peu à Adobe France ou ces institutions qui me permettent de pouvoir connecter avec toi ou avec d'autres personnes. Mais moi, je sais quand je t'ai découvert, par la suite, j'avais l'impression que t'étais qu'on pouvait vraiment pas te louper. Enfin, soudainement, je te voyais partout, tu vois. Ou c'est peut-être un peu comme quand on apprend le code et tu vois les panneaux partout. Ouais, voilà. Mais j'étais genre, ah ouais, punaise, elle a bossé avec tous ses clients. Et c'était genre, comment j'ai fait pour passer à côté d'elle, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est justement là, un peu le drame. Enfin, le fait qu'il a fallu intentionnellement aller chercher pour te trouver, alors que voilà, t'es là, t'as bossé avec des gros machins, enfin, je veux dire. Enfin voilà, moi je sais pas. Par exemple pour le projet avec Nike à la boutique Haussmann à Paris, c'est pas des Français qui m'ont proposé ce job, c'est des gens qui travaillent en Hollande et qui travaillent pour Nike. Bon, je pense que Nike ils sont basés là-bas pour des questions de taxes. Du coup, il y a beaucoup de donc on parlait en anglais, ils étaient pas du tout français. Et ils connaissaient, ils s'occupent des magasins. En fait, je me rends compte en bossant avec des grosses marques que, elles ont beaucoup de monopoles dans beaucoup de pays, énormément de pays. Et c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de Français qui ont des mots à dire sur comment ça se passe. Par exemple, pour la boutique de Nike, c'est pas des Français qui ont le dernier mot. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai eu ce job, mais ça veut pas dire que c'est en France que c'est des Français. Non, c'est des gens qui me connaissent de l'étranger et qui se disent elle est française, donc on va lui donner un job en France. Donc c'est comme ça. Ouais, on a toujours dû passer par l'étranger pour, d'une certaine manière, faire en sorte que ton travail soit visible. En France. Mais et pour revenir un peu sur le fait que tu as l'impression d'être stigmatisé, ou est-ce que j'imagine que ça doit être d'un côté ton travail, c'est comme tu dis une sorte de joyeuse protestation, et peut-être que de l'autre tu as peut-être l'impression de toujours être embauché. Enfin, je sais pas, je te pose la question de toujours pour parler de cette thématique, et j'imagine que tu te dis mais je suis pas que ça, enfin Ouais, mais après, d'un autre côté, ça dépend vraiment le projet. Par exemple, pour Nike, là, c'était vraiment la diversité, et je trouve ce projet trop cool parce que les personnages sont noirs, mais pas forcément. Il y a aussi ce côté graphique, et du coup, ils m'ont pas forcément prise que pour ce côté diversité, antiracisme, mais vraiment pour le style.
qu'ils aimaient vraiment. Donc, je trouve ce projet-là super cool. Et puis après, ça dépend vraiment de l'intention du client, quoi, de ce qu'ils veulent faire avec mon travail, quoi. Et je trouvais que l'année dernière, c'était vraiment genre poursuivre le mouvement. Et c'était tout genre, ouais, on en a besoin pour dans 2 mois, dans 2 semaines. Et j'étais là, mais waouh, calmos. Non, ouais. Mais là, ça s'est calmé. Mais du coup, on se dit, ouais, vraiment, le milieu euh, commercial, ouais, de l'illustration, des fois, c'est vraiment de la consommation, quoi. Ah oui, bien sûr, ouais. Consommation, quoi. Et qu'est-ce que t'en penses? Enfin, pour l'instant, c'était marrant parce que l'autre jour, il y avait quelqu'un sur mon Instagram qui dit ouais, tu bosses pour Amazon, Nike, Google et tout, mais en fait, eux, ils en ont rien à foutre des femmes, ils en ont rien à foutre de la condition des employés, machin et tout, et puis ils s'en foutent de l'environnement et tout. Et toi, t'es hypocrite, quoi. Et du coup, je me dis, dans ma tête, oui, c'est vrai que, ils sont pas parfaits, quoi. Ça, c'est clair. Et d'un autre côté, je me dis, mais en fait, grâce à eux, certains artistes comme moi, on peut vraiment évoluer notre art et avoir un impact positif, faire rêver les gens, leur donner espoir. Ils font aussi des choses positives. Et moi, mon but, c'est pas que les gens achètent leurs produits, c'est vraiment qu'ils aient de l'espoir, qu'on fasse passer un message, ouais, voilà. Et que ces boîtes-là, elles ont tellement d'influence. Mais on leur donne cette influence, on achète. C'est pas genre ils arrivent. Enfin, on est tous acteurs dans leur quête de l'impossible, quoi. Donc oui, ils ont de l'influence et du coup, j'aime faire partie de cette influence positive. Ouais. Et ils sont là, on peut rien faire par rapport à ça. Donc, mais c'est sûr que tu te retrouves à marcher peut-être sur un fil un peu en équilibre parce que j'imagine que peut-être il y a des personnes qui pourraient dire que tu pourrais peut-être te sentir utilisé parce que des marques comme Amazon veulent ton travail pour peut-être redorer leur blason. Et donc il y a des personnes qui vont peut-être dire ouais, c'est juste pour être au goût du jour, pas toi, hein, la marque, hein, genre pour suivre le mouvement et tout. Mais en même temps, peut-être qu'il y a un côté un petit peu, comment dire, pour être à la mode, mais en même temps, c'est quand même accompagner le mouvement vers un futur meilleur, plus inclusif, plus divers. Mais exactement. Et c'est la même chose pour. C'est exactement. Et c'est la même chose pour l'écologie. Hein. Donc c'est vrai que les choses doivent devenir trendy, comment dire, à la mode, pour que après ça soit inclus dans nos gènes pour toujours, quoi. C'est-à-dire on fait vraiment attention à ce genre de sujet. Mais t'as jamais un moment quand même où tu te dis non, franchement là je me sens utilisé, ou alors je suis pas à l'aise avec cette marque ou cette campagne parce que voilà, on touche à quelque chose d'hyper intime et quelque chose de très inscrit, enfin dans l'histoire, enfin. T'as jamais refusé un projet où je sais pas, dis-moi. Non, je n'ai pas refusé le projet, mais parce que je pense que les gens, ils viennent avec des bons projets vers moi. Et souvent, c'est des femmes qui viennent vers moi avec des projets comme ça. Je bosse beaucoup avec des femmes dans ce milieu qu'on pensait très homme, mais en fait, très masculin. Et en fait, c'est cool de bosser avec des femmes. Et parfois, elles sont de couleur et tout, donc je trouve ça cool. Et puis, non, parce que je préfère bosser pas trop pour les vêtements, parce que je trouve... je pense que tout ce qui est Internet, software, computer, ordinateur ou tout truc comme ça, j'aime bien parce que on en a besoin, quoi. C'est ça qui nous fait avancer dans le monde. La technologie nous fait avancer.
Mais bosser pour des marques de vêtements, j'ai pas encore forcément fait, à part Nike. Mais donc il y a des trucs que je veux pas. De toute façon, ces marques-là, elles savent très bien que c'est pas mon truc. Parce qu'en fait, je pense que les gens voient mon intérêt quand ils voient avec qui je bosse et comment je fais mes campagnes d'illustration. Donc ces gens-là, ils viennent pas vers moi. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit ça, même si on vient me voir, j'accepterai pas? Parce que tu es clairement visible, donc approchable et. J'ai pas encore eu des projets comme ça. Ok, tant mieux. Hein. Non, pas encore. T'as l'impression surtout de participer à ce mouvement justement pour pouvoir participer à cette joyeuse protestation et. Ouais, mais je pense que dans quelques années, on comprendra vraiment ce qui s'est passé. Pour l'instant, tout est nouveau et tout, mais on va voir les effets de tout ce qui se passe en ce moment. Dans quelques années. J'aime bien le fait que mon art puisse faire partie de l'histoire, quoi, et qu'il puisse faire changer un petit peu des choses. C'est clair. Tu t'imagines quoi pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais dans les toi, personnellement? prochaines années, on n'en sait rien, parce que le truc avec moi, c'est que j'ai jamais rêvé de devenir illustratrice. Je savais même pas que c'était possible. Donc je me dis, ça se trouve dans quelques années, je ferai quelque chose complètement différent. Et voilà. Aujourd'hui même, il y a d'autres sujets que tu aimerais bien développer ou pas forcément? Non. Non. C'est super. Enfin, je veux dire, t'as trouvé une bonne équation à l'heure actuelle, il me semble. Je pense que c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me vois. J'en sais rien. Si ça se trouve, un jour, j'aurai un enfant et je penserai à d'autres choses. C'est probable. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est ce que je veux. C'est ça. Ouais, je vois. Et je sais que je t'ai posé la même question pour l'émission M'as-tu vu, mais j'aimerais bien terminer avec cette question quel conseil tu donnerais à un artiste, une artiste qui a le même arrière-plan culturel que toi ou qui est issu d'une minorité qui aimerait faire comme toi? Prendre des risques et parce que tu donnes à rêver, j'imagine, tu incarnes pour justement la plus jeune génération un champ des possibles. J'avoue, mais d'un côté, ça me fait un peu peur de faire rêver les gens parce que je veux dire, moi, c'était pas quelque chose que j'ai rêvé de faire et que c'est arrivé parce que il y a plein d'événements qui se sont passés dans ma vie et que en fait, je me suis laissée emporter par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie et je sais pas ce que c'est de vouloir faire suivre les pas de quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai jamais vu personne comme moi. C'est évident, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont inspirée, mais qui sont pas dans l'illustration. Moi, je suis très inspirée par des gens qui développent leurs propres entreprises de rien, qui partent de rien et qui créent des empires. Je trouve ça, je sais pas, incroyable. Ou des gens qui influencent des gens dans le monde de positivité. Des gens qui sont, activistes, des chanteurs aussi. Je sais pas, je suis inspirée par leur histoire et comment ils arrivent à avoir toute cette énergie pour créer, pour influencer tellement de gens et pour faire rêver et donner de la positivité. Je trouve ça, je sais pas, j'ai toujours été inspirée par ça. Et c'est comme ça en fait que j'ai trouvé, que je me suis dit en fait, c'est pas grave s'il y a personne comme moi. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Faut juste continuer et avoir cette énergie et de pas, et c'est pas grave si on réussit pas la première fois. Ça se trouve, faut faire plusieurs essais pour pouvoir voir les effets
Bon, c'est très souvent comme ça. Hein. La formule magique, si elle existait, on le saurait. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et puis je sais aussi qu'il y a le fait de raconter son histoire. Je sais que pour toi c'est aussi quelque chose d'important, aussi que chacun a droit au chapitre et que en fait c'est en créant et en racontant sa propre histoire que quelque part on se réalise et puis on va chercher comme le sac de Mary Poppins, on va creuser un petit peu à l'intérieur et puis les partager aux autres et c'est là que la magie s'opère en réalité. C'est vrai, mais je pense que moi, dans mon cas, c'était vraiment que j'ai grandi en me disant que j'étais pas capable de faire des choses, que en fait, j'étais toujours, je me sentais toujours en dessous, quoi. Et en fait, je m'imaginais jamais que je pouvais devenir entrepreneuse, que j'avais la force en moi, quoi. Et toujours regarder les autres, me dire ah ils réussissent, mais jamais en me disant moi aussi je pourrais réussir. Je me dis de toute façon je suis nulle, quoi. Et donc ça a été c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Ça me donne la force et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je suis fière de cette évolution. Parce que à la base, faire ce qu'on fait, c'est pas pour impressionner les gens, c'est pour soi-même. Ouais. Et c'est là qu'on va trouver son bonheur. Quelque part, tu essaies tu prouves à l'Aurélia d'il y a 10 ans peut-être des choses avec ce que tu fais aujourd'hui. Ah, mais 200%. Vraiment. Ouais. Donc voilà. C'est très émotionnel, mais je pense que chacun a sa propre façon de créer. Et c'est toujours intéressant de voir d'écouter pourquoi les gens créent. Parce qu'il y a 10 000 raisons pourquoi. Et voilà. Comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir peur, tu sais, d'aller creuser dans leur propre histoire ou de se dire. Ah ouais. Alors là, en fait, je me rends compte que une chose. Donc j'ai beaucoup d'amis qui me disent ah mais c'est trop bien ce que tu fais et tout. J'aimerais bien pouvoir faire moi aussi je sais pas commencer un atelier céramique ou comme ça. Ou développer mon business en tant qu'activiste et tout. Mais ils me disent ouais mais j'ai peur du regard des gens. Ça me fait peur j'ai peur de ce qu'ils vont penser, j'ai peur à chaque fois que je fais un truc, je me dis non, ça va pas et tout, donc je deviens un peu parano et tout. Et moi, je leur dis, mais en fait, moi, en vrai, je m'auto-analyse pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je fais ce que j'ai à faire et je vais pas revenir dessus et angoisser sur la façon dont je me présente ou sur les mots que j'utilise ou mon travail. J'ai pas peur de le montrer parce qu'en fait, je sais que c'est toujours un progrès et que ce sera jamais parfait et que ça fait partie du jeu. On grandit d'année en année et on change notre avis, quoi. On peut pas arriver avec le meilleur plat du monde comme ça. Bah ouais. Non, il faut faire des essais, il faut être à la quête de la perfection et ça arrive. Il faut oser le faire, quoi. Si on veut pas le faire, si on a peur du regard des autres, vaut mieux pas le faire. Mais moi, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur du regard Mais t'as jamais eu peur? Mais j'ai pas peur. Je veux dire, comme j'ai dit, je fais pas ça pour impressionner qui que ce soit. Et même mes parents, je sais pas. Enfin, je sais mon père il a ouvert un compte Instagram pour regarder ce que je fais, mais juste pour ça. Mais en vrai, je fais pas ça pour ça. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans la galère et c'est tellement dur pour moi. À un moment où genre je me disais mais ça se trouve je vais rien faire. Je dis et du coup je me suis dit non. Ça sert à rien d'avoir peur et tout. Enfin, je sais pas, c'est le métier que tu fais, tu gagnes ta vie avec ça, quoi. Ça sert à rien de rechigner, de pleurer pour ça, quoi. C'est un boulot, faut prendre la responsabilité, faut faire le truc. C'est comme ça que je vois. Parce qu'en fait, aussi, je me dis que les personnes qui me disent ça, ils sont dans le confort de leur boulot, c'est-à-dire ils ont un boulot. Ils finissent stable de 8h à 19h, je sais pas. Et du coup ils font un peu un fantasme, quoi. Et
ils s'imaginent comment ça pourrait être. Genre, ça pourrait être tellement mieux de pas avoir de boss, ça pourrait être tellement mieux d'avoir de la liberté de me réveiller quand je veux et tout. De pas avoir de dépendre de qui que ce soit. Mais la réalité, c'est que bah peut-être que t'as pas de boss, peut-être que tu peux te réveiller quand tu veux, mais le business, ça dépend que de toi. Et si tu fais pas d'efforts, bah ça va pas arriver, quoi. Donc je pense qu'aussi on se fait beaucoup d'idées de c'est quoi un artiste. Et en fait, bah un artiste c'est du business, hein. Enfin, on va pas faire de l'art juste pour gagner zéro. Sinon enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout est avec de l'argent. On peut pas faire juste un petit boulot comme ça, juste pour le fun. Non. Enfin, faut quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir sécuriser sa vie, quoi. Surtout quand on est jeune, on sait pas ce que l'avenir va nous faire. Je veux dire, là, aujourd'hui, avec le corona, c'est encore plus dur. C'est pas comment ça va être. On a cette idée de l'artiste, genre, il fume, il boit, il profite et tout, genre le cliché. Mais c'est vraiment ça. Alors qu'en fait, non, enfin, faut être très structuré. C'est pas juste, on s'en fout. Non. Tu fais une erreur avec tes taxes, tes impôts et tout, t'es dans la merde. Donc voilà. Toi, tu dirais que t'es quelqu'un de structuré? J'essaie de le devenir et j'apprends de plus en plus. Je pense que d'ici 10 ans, je serai très très structurée, je saurai comment ça marche, mais là, j'apprends. Et j'avoue, je fais des heures, mais je sais que c'est ce que je veux faire, quoi. J'ai pas un job qui m'attend safe. C'est ton métier. Donc, ça doit être traité comme tel. Moi, je sais qu'il y a une chose qui a changé chez moi aussi, où aujourd'hui, je considère mon travail d'illustrateur plus comme un métier, plutôt qu'une passion. Et en réalité, du coup, j'ai beaucoup plus de légèreté dans mon travail parce que je suis moins en train de le serrer fort comme un doudou, tu sais. Mais voilà, c'est mon métier, c'est mon travail, donc j'ai une certaine distance avec. Je suis peut-être un petit peu moins lié affectivement. Et donc, du coup, tu peux un peu plus avoir la tête sur les épaules. Enfin, comment dire, être la tête un peu plus froide. Et ouais, je sais pas, c'est moins fusionnel et c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal parce qu'on a tous un peu cette idée un peu romantique, tu sais, de la passion, du côté un peu fusionnel, passionnel, tu sais, que c'est ça qui te donne de l'énergie. Mais en fait, comme tu l'as dit, ben voilà, faut être organisé. T'as dit quoi? C'est un boulot. Ouais, c'est un boulot. Ouais. À bout d'un moment, tu sais, des fois, je me dis, je suis un peu fatiguée de dessiner aujourd'hui. Non, mais vraiment, genre, c'est un boulot, quoi. C'est limite une industrie. Enfin, c'est une industrie. C'est ça le truc, c'est personne l'a porté le monde de l'illustration de l'art comme une industrie. Mais c'est une industrie. Ah ouais, ça l'est, ouais. C'est encore plus marqué dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. On va parler de illustration industry. On parle pas trop de ça en France. Non. Et puis après, cette idée aussi que, moi, je vais faire de l'art, je vais faire des tableaux et tout, et puis je vais les vendre à des gens, j'aurais pas besoin de dépendre des marques comme Apple ou je sais pas quoi. Mais d'un côté, je me dis, mais même si, enfin, déjà, premièrement, c'est très difficile de vivre des galeries, d'être un artiste dans les galeries, je sais pas. Je connais personne qui travaille, enfin, qui a envie de ça. Et c'est très sélectif et c'est encore beaucoup plus sélectif que dans le monde d'illustration commerciale, là. Et aussi, je veux dire, les galeristes, c'est des gens qui ont de l'argent et cet argent, il vient d'où? Je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans le pétrole ou qui travaillent, tu sais, dans les milieux, on n'en sait rien. Peut-être, c'est pas, peut-être on voit pas la marque comme c'est Adidas, pas aussi pur qu'on s'imagine. L'argent il vient pas juste comme ça, quoi. Donc c'est ça aussi, tous ces a priori qu'on a dans la tête, qu'on voit, les clichés, les machins. C'est ça aussi qu'il faut changer dans le monde dans la tête des gens. C'est le monde de l'illustration, c'est un boulot. Le monde, faut qu'on gagne notre argent. Et oui, on travaille avec des marques, mais c'est pas un particulier qui va nous permettre de pouvoir vivre tous les mois.
pas avec 200 € que tu vas pouvoir vivre tous les mois. Ouais. Et j'imagine que ce côté lâcher prise te permet d'avancer encore plus vite. Enfin, parce que je pense qu'il y a beaucoup. Tu sais, tu disais, moi, je suis pas là à ressasser le passé, à revenir sur comment je dois écrire les trucs, etc. T'es très, tu vas de l'avant, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être bloqué aussi parce que tu es un peu perfectionniste, on veut que tout soit cohérent, qu'on veut être juste jusqu'au bout des doigts, on veut et j'imagine que ça peut être freinant. Ouais, ça freine, je pense. Mais parce qu'en fait, je pense que les gens ils disent mais c'est très structuré comment je fais, mais en vrai non, pas toujours. Et c'est structuré d'une façon structurée pour moi, quoi. Est-ce que ce côté lâcher prise, tu l'as toujours eu ou il y a eu un déclic? Non, mais en fait, c'est quand j'ai fait pas mal de start-up, d'autres projets que j'avais fait avant. C'est là que j'ai appris que ça sert à rien d'être parfait, parce que de toute façon, il y a toujours un nouveau produit qui va arriver. De toute façon, le business plan, il va toujours changer. Et puis voilà. Et en fait, c'est en traînant avec pas mal de gens qui sont dans le commerce, business et tout, que j'ai appris que de toute façon, il y a rien de just do it, quoi. Ouais. Et puis non, je pense qu'avant, j'étais très timide, très réservée. Et le fait de venir au Danemark et de pas parler ma langue, j'ai appris à c'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, tout le monde me comprend maintenant. Ouais. Donc c'est ça en fait qui fait que ça change beaucoup de choses. C'est mon état d'esprit, la façon dont je communique. C'est-à-dire qu'avant, tous les mots que j'utilisais, toutes les choses que je faisais, je contrôlais. Mais maintenant, tu peux pas contrôler parce que de toute façon, t'es pas anglais, parce que t'es jamais né avec l'anglais en tant que langue, tu vois. Donc c'est pas grave. Donc c'est là que j'ai appris à me dire bon, de toute façon, je peux me recréer une autre personnalité avec ce langage. Je peux être une autre Aurélia, c'est pas grave. Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que je pense que j'ai dans une autre mesure, mais j'ai vécu ça aussi avec. Moi, j'apprends sur le tas et j'y vais et puis on verra bien. Même si je me bataille toujours quand même avec une sorte de perfectionnisme de merde et de lâcher prise, mais je sais que j'ai un peu ce côté DIY où genre je préfère prendre des risques, y aller et puis corriger en cours de route, mais aussi parce que tu me parlais de la langue, moi en tant que Belge, et puis c'est la minute belge du podcast, mais les trois quarts de ma famille sont néerlandophones et je veux dire entre cousins, parfois on se parle en anglais simplement parce que les néerlandophones et les francophones on se comprend pas forcément et donc on en arrive à utiliser une tierce langue, tu sais. Et en fait, j'ai toujours grandi, ça va beaucoup mieux maintenant, mais tu m'aurais parlé il y a quelques années, moi j'ai toujours eu une obsession de la justesse, d'essayer d'être bien compris. Et genre c'est dur d'avoir tu sais, t'as envie d'être compris avec des nuances et tout, et puis en fait systématiquement, la Belgique, c'est un minuscule pays où en fait c'est super compliqué de se comprendre et tout, c'est des cultures différentes, etc. Et en fait, moi, j'ai appris à composer avec ça, avec une sorte de maladresse, une sorte on fait de notre mieux, on compose comme ça, on va y arriver, et puis voilà, c'est un peu le bordel, c'est un peu le boxon, mais c'est comme ça. Et moi, je me suis construit un peu comme ça, avec cette sorte de flexibilité linguistique un peu à peu près. Et c'est drôle que je retrouve ça chez toi avec justement le fait que tu vives à l'étranger et que le fait de pas être compris, c'est genre bon, tant pis, allez, c'est bon, on avance et puis t'es pas freiné par ce côté. Il faut à tout prix que ce soit bien compris, bien juste. Etc. Ouais, mais d'un côté, je veux dire, on peut rien faire, quoi. Je veux dire, je suis pas, c'est pas ma langue maternelle. Et puis, tant pis, quoi. Je veux dire, enfin, ouais. Faut quand même que je puisse communiquer avec les gens. Donc, on va trouver un moyen pour pouvoir communiquer. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais. Et puis le dessin, c'est une langue universelle, donc. Voilà, c'est ça. Tout le monde. Moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé le dessin aussi pour ça, parce que pour me cacher derrière les images. Et je sais que moi, le podcast, c'est une réappropriation de la parole. Tu vois, toi, ton travail, c'est une réappropriation notamment de ton héritage familial. Et moi, j'ai la parole, le podcast. Avant, je me cachais derrière les images. Et le podcast, il y a
réappropriation linguistique. Et voilà, je fais des erreurs aussi, je dis des bêtises parfois, et je me force en fait à enregistrer ça pour me forcer à être moins précieux sur les mots, et simplement, voilà, c'est tout, c'est comme ça. À t'exprimer et à donner à dire ce qui se passe dans ta tête. Ouais, c'est ça. C'est à chaque échange, en fait, j'ai l'impression d'avancer, moi personnellement, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais bon, ouais, je trouve ça cool aussi d'écouter des podcasts avec des artistes et de voir comment ils pensent leur création et quelle est leur attitude envers leur création. Ouais. Je trouve ça cool parce que du coup tu comprends un peu mieux pourquoi ils choisissent ce genre de sujet, ou pourquoi ils vont faire des choses comme ça, ou comment ils se présentent et tout. Et puis tu te rends compte qu'il y a autant de parcours qu'il y a de personnes, quoi. Il y a pas de. Je pense que des personnes parfois veulent écouter le podcast pour trouver un peu la recette magique, mais en fait, il y en a pas. C'est le bordel, en fait. C'est le tout qui donne une certaine cohérence, en fait. Je sais que j'aime bien donner une certaine vision un peu empirique de la chose, croiser des parcours, des histoires, parfois des avis contradictoires, et puis qu'il y a une sorte de tout cohérent qui peut peut-être s'en dégager. C'est ça, en fait. Déjà, le milieu artistique, comme on n'est pas formé pour ça. Du coup, on crée son propre chemin. Et donc, son propre chemin, c'est-à-dire sa propre histoire, toutes les influences qui sont autour. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas commun, quoi. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il n'y a pas l'ingrédient pour pouvoir réussir. Franchement, il y en a pas. Hein. C'est juste. Il faut juste faire, en fait. Juste se lancer. Juste se lancer. C'est pas avoir peur du regard des autres et le faire pour soi-même, quoi. À un moment donné, si on pense trop aux gens, ça va jamais marcher. Mais moi, en fait, c'est par exemple, je pensais trop à, par exemple, quand j'étais plus jeune, je détestais parler au micro devant une foule. Et c'est parce que c'était à l'école, on avait ces spectacles et tout, là. Et je devais y aller, mais moi, j'étais stressée, quoi. Je détestais, et c'était genre une peur incroyable, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Hein. Je pourrais le faire, mais au début, en fait, je sais que j'aurais jamais dû le faire, en fait, parce que j'étais tellement débile. J'étais devant tout le monde et j'étais genre, j'arrivais pas, quoi. J'étais tétanisée, j'arrivais même pas à dire 2 mots. C'était pas possible. C'était pas pour moi, mais je voulais quand même le faire. Je sais pas, parce que je trouvais ça trop bien, les présentateurs à la télé et tout. Je voulais trop devenir journaliste. Mais bon, non, c'est un rêve, c'est tout, c'est pas grave. Comme quoi, tout s'apprend. Voilà, t'aurais pas osé plus jeune et tu l'as quand même fait. Et puis maintenant, voilà, aujourd'hui. C'est encore un travail à faire sur soi, mais bon. Après, tu dis que les gens sont là pour t'écouter. Et enfin, pour écouter ce que tu as à dire, pas vraiment toi. Ouais, bien sûr. Ta personnalité, qui tu es en dehors de ton travail. Donc voilà. Ouais, absolument. Top. Merci Aurélia. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu aimerais rajouter? On a déjà pas mal parlé. Exactement. C'est juste pour dire, créez, croyez en vous, et on sait jamais. Des fois, la vie est pleine de surprises. Oh yeah. Et ouais. Ça roule. Un grand merci Aurélia. J'étais vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast, de discuter avec toi. Je trouvais ça hyper intéressant. Merci d'avoir dégagé du temps. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Eh bien, je te dis à bientôt. Peut-être quand tu repasses à Paris. Et puis, au plaisir. Ok. Au revoir. Ciao. C'était ma discussion avec Aurélia Durand. Une discussion que j'ai trouvée éclairante à bien des égards. Merci encore Aurélia pour ton temps. C'était hyper cool de discuter avec toi.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire à Aurélie en la suivant sur Instagram et en lui envoyant un petit message ou en visitant son superbe site internet. Vous verrez, c'est surprenant. Vous pouvez aussi explorer l'accès plus axé portfolio de son travail et son utilisation des réseaux sociaux en regardant son interview dans le cadre de l'émission M'as-tu vu pour apprendre à faire sa promo comme les pros. Une émission que j'anime en collaboration avec le Laptop et Adobe. L'interview est disponible sur la page YouTube du Laptop. Alors, à vos claviers. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité, qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas et écrivez-moi sur Jérémy, IE à la fin, @JérémyIE-Kleis, ça s'écrit CLAEYS.com. Et là, normalement, c'est le moment où on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous faire une petite annonce. J'aimerais vous parler du festival Nîmes s'illustre. Si vous êtes un fidèle auditeur du podcast Nîmes s'illustre, vous en avez déjà entendu parler. En effet, l'été dernier, j'en ai parlé avec Marie-Laure Cruchy, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Cruciforme, dans l'épisode 34. Rappelez-vous. Alors, le festival Nîmes s'illustre donc, est un festival d'illustration qui se déroule, je vais parler au présent, qui se déroule à Nîmes. Et c'est assez... alors c'est fou, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... c'est vraiment monter, ça a beau être un travail bénévole, encore une fois, de plus, où tu comptes pas ton temps et tu donnes... généreusement. C'est quand même un projet de conviction où tu essayes de mettre en place... on est porté par des utopies quelque part quand on monte un festival. On a envie d'œuvrer, comme toi tu le dis très bien, pour la communauté en fait des illustrateurs. En tout cas, moi je sais que ça fait partie des moteurs, même si ça s'impose là comme ça. Normalement, ce festival devait avoir lieu en 2020. Mais comme vous n'habitez pas sous un rocher, vous savez pertinemment que comme nombre d'initiatives culturelles ou artistiques, crise du Covid oblige, le festival n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année, les amis, le festival aura bien lieu. Et si vous aimez l'illustration, je ne peux que vous encourager d'y participer, car la programmation est riche et ambitieuse. Au programme, des expositions, des conférences, des visites dans la ville, des temps de rencontres professionnelles. Vous aurez aussi l'occasion de présenter votre book à des agents. Afin de bénéficier d'un portfolio review, il y aura également des ateliers de sérigraphie, de risographie, de réalité augmentée, un workshop pour créer son propre fanzine, une librairie pop-up, j'en passe, et les meilleurs. Sans oublier le fait que Sens Créatif aura le plaisir d'y organiser son 2e enregistrement live et en public, un peu comme celui que j'avais organisé à la Slow Gallery fin 2019 et que vous pouvez découvrir en écoutant l'épisode 20. Et ça, les cocos et les cocottes, ça me réjouit tout particulièrement. En effet, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde en compagnie de Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent du Parisianer et Marion de Meulenard, que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast afin de discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir... fédérer la communauté artistique. Et en cette période de crise du Covid, le sujet est encore plus d'actualité. Comment faire pour fédérer des illustrateurs et des illustratrices autour de projets collectifs et collaboratifs ? That's the question. Marie-Laure, Marion, Mickaël et moi-même apporterons chacun notre regard et notre expérience sur la question, et ça va être passionnant. Alors si vous aussi vous avez envie de rencontrer d'autres personnes de la profession ou des membres de la communauté Sens Créatif, le festival Nîmes s'illustre. C'est le festival à ne pas louper cet été. Les expositions seront visibles durant tout le mois de juillet, mais les festivités auront surtout lieu le week-end du 2, 3 et 4 juillet. Alors prenez vos tickets de train et venez faire la bringue avec nous, ça va être bien. Toutes les infos, la programmation et tout le tintouin sont à retrouver sur le site www.nimsillustre.fr. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy Musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines